Salut à tous! Je suis super content de vous retrouver, déjà l'épisode 3. Bon, j'espère que à présent vous êtes incollables sur le début de l'histoire de l'équipe de France de football. Petit rappel des épisodes 1 et 2, on a couvert une période entre 1904 jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, entre l'Antiquité et le Moyen-Âge de l'histoire du football français. Alors, je tiens à préciser, je n'avais jamais tourné de vidéo avant, ce sont mes premières vidéos, donc je pense que je vais m'améliorer au niveau du montage, au niveau des images, au niveau des transitions. J'espère que vous êtes indulgents, mais je vais m'améliorer avec les vidéos. En tout cas, on traîne pas trop, on commence pour l'épisode 3 que j'ai nommé la Renaissance. Semifinales, pero el primer gol que Brasil concedió en el torneo tuvo que ser de Luis Fontaine. En retrait pour Giresse, Voilà, oui. C'est peut-être pour représenter qui frappe. Au maximum, peut-être. C'est parti. La traditionnelle minute maillot. Et oui, on va pas l'oublier. Bon, aujourd'hui c'est du classique, un maillot de l'équipe de France de la Coupe du Monde 2014 au Brésil. C'est un maillot que j'apprécie énormément. Un beau bleu, un col plutôt sympa, et puis un écusson simple mais efficace. J'avais dû l'acheter, je m'étais fait un cadeau, j'avais acheté ce maillot et le même en plus petit pour mon petit frère. Celui de mon petit frère, je l'avais fait floquer numéro 4 Varane, il me semble. Et moi, je n'ai floqué personne car à cette époque, aucun joueur ne m'attirait spécialement pour le mettre sur mon maillot. Mais voilà, un beau maillot avant une Coupe du Monde 2014, plus ou moins réussi, on le verra dans les épisodes, quasiment les derniers épisodes, parce que c'est ce qui se rapproche le plus de nous. Mais allez, c'est parti, tout de suite l'épisode 3 de l'après-Seconde Guerre mondiale, la renaissance de l'histoire du football français. Le premier match officiel de l'équipe de France post-Seconde Guerre mondiale sera en 1944, la veille de Noël. Donc on est encore officiellement en guerre, mais ce sera le premier match officiel post-Guerre mondiale. Donc ce match-là se réalise contre la Belgique, 40 ans après, car je vous rappelle que le premier match avait lieu en 1904, on est en 1944, et 40 ans après, la France va s'imposer 3-1. Donc c'est un certain événement pour le retour du football et de l'équipe de France. On va faire un petit bond dans le temps, car entre 1944 et 1949, c'est des années creuses au niveau du football, en tout cas pour l'équipe de France. Et donc en 1949, on va éclaircir 3 points qui sont vraiment intéressants. Petit 1, un chiffre. Le chiffre 125 683 spectateurs. Effectivement, la France va jouer en Écosse, dans le stade de Hampton Park, et 125 683 spectateurs vont assister à la rencontre. C'est un record jusqu'à présent, et ce record va tenir jusqu'en les années 80. Donc l'équipe de France va perdre 2-0, mais devant un nombre de spectateurs inimaginable pour l'époque, 125 683. C'est énorme. Allez, deuxième petit point. On va parler d'une anecdote. Sur cette année 1949, l'équipe de France réalise une année très moyenne, très mitigée. Sur 6 matchs qu'elle dispute, elle va faire une victoire, un match nul et 4 défaites. D'ailleurs, au lendemain de l'une des dernières défaites contre l'Espagne, 5-2, Monsieur Gabriel Hano, qui est le directeur technique de l'équipe de France, mais également un journal influent à l'équipe, va s'offrir une tribune dévastatrice dans le journal de l'équipe, où il dénonce une certaine incompétence dans l'équipe de France de football au niveau de la direction, et c'est assez cocasse vu qu'il en fait partie. Mais c'est un acte très courageux de sa part, car le lendemain il va démissionner. Troisième point de cette année 1949, et c'est l'un des plus marquants de l'histoire du football français et de l'équipe de France. Pour se qualifier à la Coupe du Monde 1950, la France doit éliminer la Yougoslavie, qui est un assez gros morceau pour l'époque, sur un match aller-retour. Match aller, 1 partout. Match retour, 1 partout. On va se départager dans une troisième rencontre, ce qui n'avait jamais été fait. Cette troisième rencontre va se dérouler sur un terrain neutre en Italie, à Florence. Dans un scénario dantesque, l'équipe de France va mener, va se faire attraper et va perdre dans les arrêts de jeu
dans les prolongations, excusez-moi, sur le score de 3-2. La Yougoslavie est donc qualifiée, mais ce n'est que le début de l'histoire. Comme c'est un fait historique dans l'histoire des qualifications d'une Coupe du Monde, après leurs 2 matchs nuls, donc avant ce 3e match, les 2 équipes avaient demandé à la FIFA que si l'une des 2 équipes était éliminée, enfin allait être éliminée au bout de ce 3e match, elle serait sur le haut de la liste pour être repêchée et donc pouvoir remplacer une équipe qui se désisterait. À cette époque, il est assez courant que certaines équipes puissent se désister d'une Coupe du Monde. Il y a encore des pays et des fédérations qui n'ont pas encore forcément les budgets pour envoyer leur équipe en Coupe du Monde, surtout que celle de 1950 se trouve au Brésil. Les 2 fédérations qui avaient notamment émis quelques doutes étaient les Indes et l'Écosse. Et l'histoire fait bien les choses, l'équipe de France va être repêchée. À la surprise générale, quelques jours avant de s'envoler en 1950 pour la Coupe du Monde au Brésil, la France va se désister et donc ne pas décoller et ne pas participer à cette Coupe du Monde 1950. C'est une première. Quelles sont les raisons? Il y en a 3 plus ou moins officielles. La première, donc la Fédération française de football reproche à la Fédération brésilienne de leur avoir concocté un calendrier avec des matchs trop rapprochés dans le temps et surtout à des endroits très différents à travers le Brésil, ce qui selon eux désavantage l'équipe de France et les envoie tout simplement au casse-pipe. La deuxième raison, toujours plus ou moins officielle, le Brésil avait annoncé à l'équipe de France qu'elle leur rembourserait leur billet d'avion si ceux-ci empruntaient la compagnie brésilienne aérienne Panair, sauf que l'équipe de France avait déjà pris leur vol sur Air France, donc tout cela a créé une certaine discorde. Mais je ne pense pas que ce soit une des raisons principales. Peut-être que la raison principale est dans cette dernière version. Tout simplement, l'équipe de France, on l'a vu sur l'année 1949, réalise une année très médiocre. La fédération, la fédération n'est pas au beau fixe. Des personnes ont démissionné, l'équipe n'est pas extraordinaire. Et donc tout simplement, l'une des raisons exposées au fait que l'équipe de France ne s'envolera pas pour la Coupe du Monde 1950 et qu'elle n'est pas au niveau. Juste avant, quand elle sait qu'elle va être repêchée, elle fait des matchs amicaux, elle les perd tous, les joueurs sont à court de forme, la fédération est minée par les démissions ou les personnes qui prennent un nouveau rôle. Donc tout simplement, l'équipe de France ne préfère ne pas aller au casse-pipe et refuser cette participation à la Coupe du Monde 1950 au Brésil. C'est une première dans l'histoire de la Coupe du Monde. Et c'est la première fois que la France ne va pas disputer une Coupe du Monde depuis la création, car, je vous le rappelle, elle avait disputé celle de 1930, de 1934, de 1938. La guerre avait arrêté un petit peu les différentes compétitions, et donc elle ne souhaite, après être repêchée, elle ne participera pas à cette Coupe du Monde 1950. 1952 sonne comme un nouvel élan et une nouvelle génération pour cette équipe de France. On a fait table rase du passé et une nouvelle génération va prendre les commandes de cette équipe, notamment emmenée par un nom qui vous sonnera familier, Raymond Kopa. Son premier match en 1952, l'équipe de France va gagner avec cette nouvelle génération 3-1 en Allemagne et Raymond Kopa sera intenable sur le front de l'attaque. Donc une nouvelle génération, des nouveaux objectifs, l'équipe de France repart sur un bon pied. Nouvelle génération, pleine d'espoir, se rend donc à la Coupe du Monde 1954 avec de réels objectifs, de réelles ambitions. Peut-être pas le titre, mais au moins de réaliser une très belle performance, car cette nouvelle génération réalise de belles choses depuis son introduction en 1952, et donc la France est pleine d'espoir. Malheureusement, rien ne se passe comme prévu. La France va y disputer 2 matchs. Une défaite dès le premier match contre la Yougoslavie ne suffira pas à se qualifier, car juste après la France va gagner, mais d'une courte tête contre le Mexique. Cette Coupe du Monde est jugée insuffisante par les journaux et les suiveurs de l'équipe de France. C'est une première petite désillusion pour cette nouvelle génération, mais qui sait, peut-être va leur permettre dans le futur de réaliser de plus belles choses. Entre 1954 et 1958, la France et cette nouvelle génération va se faire les dents, entre guillemets, et prendre de l'expérience sur les différents matchs amicaux. 2 petites dates
sympas que j'ai pu relever entre les deux Coupes du Monde de 54 et 58. Donc la première est qu'en 56, l'équipe de France va faire un match amical contre l'Espagne à Madrid et va s'imposer 2-1. Raymond Kopa est vraiment bon dans ce match. Et d'ailleurs, les supporters espagnols vont lui donner un petit surnom, donc Napoléon. Mais ils ne savent pas encore que Raymond Kopa va rejoindre le club du Real Madrid quelques années plus tard et faire rêver tout un stade, ce stade de Madrid. Deuxième anecdote, en 56 toujours, c'est le record de spectateurs en France pour un match de l'équipe de France, donc c'est à Colombes, et 62 000 personnes se déplacent pour voir un match amical entre l'URSS de Yves Lachine, le super gardien, et l'équipe de France prometteuse de Kopa, Jonquier, Mekloufi, Piantoni. Et donc le score final sera de 1 partout, mais le nombre de personnes dans les tribunes pour un match amical, donc 62 000 personnes à l'époque à Colombes, est assez impressionnant. Allez, on passe maintenant à la Coupe du Monde 1958. Est-ce que cette génération qui s'était ratée sur la Coupe du Monde 1954 va pouvoir se relever et réaliser une bonne Coupe du Monde 58? Peut-être, nous allons le voir dans les prochaines minutes. Donc déjà, je suis super content de vous présenter une des premières images en couleur qu'on a de cette équipe de France. Donc comme vous le voyez sur le titre de la vidéo, cette équipe de France va commencer par une victoire 7-3 contre le Paraguay dans la phase de groupe, avant malheureusement de perdre contre la Yougoslavie 3-2, mais de se qualifier face à l'Écosse dans un dernier match sur le score de 2-1. Donc 2 victoires et une défaite dans cette phase de groupe, la France accède au quart de finale. En quart de finale, l'équipe de France va vraiment réaliser un match énorme contre l'Irlande du Nord, victoire 4-0, aucun débat possible, et se qualifie donc en demi-finale et gagne le droit d'affronter la meilleure équipe du monde de l'époque, le Brésil du Grand Pelé. Malheureusement, la France va perdre, mais ne sera pas ridicule du tout, elle perdra 5-2 dans un match superbe. Les Brésiliens auront beaucoup de respect pour cette équipe de France. Malheureusement, l'aventure ne s'arrête pas là pour l'équipe de France. Il y a un match pour la 3e place, et dans ce match pour la 3e place, la France va gagner contre l'Allemagne 6-3. Un parcours plus qu'honorable pour les Bleus, une 3e place dans une Coupe du Monde. C'est un super exploit pour cette génération qui avait pris le pouvoir en équipe de France en 1952 et c'était un petit peu raté en 54. C'est vraiment une performance reconnue à sa juste valeur en 58, donc une 3e place dans une Coupe du Monde. Comment évidemment ne pas parler du record qui tient toujours de l'attaquant français Juste Fontaine, qui ne marquera pas moins de 13 buts. 13 des 23 buts de l'équipe de France sera marqué par Juste Fontaine. Et Juste Fontaine marquera 13 buts au cours d'une seule et même Coupe du Monde, un record qui tient toujours aujourd'hui et qu'on ressort à chaque Coupe du Monde. Donc on peut être fier d'avoir un Français qui a toujours ce record et qui tient toujours. D'ailleurs, cette belle année de l'équipe de France se fera ressentir dans le classement du Ballon d'Or, tout simplement car Raymond Kopa, qui est au Real Madrid, va être tout simplement Ballon d'Or 1958, et Juste Fontaine, recordman de buts dans cette Coupe du Monde 1958, sera 3e. 2 Français dans le top 3 du Ballon d'Or, je ne sais pas si c'est arrivé souvent dans l'histoire de ce trophée individuel, mais donc Raymond Kopa, premier Ballon d'Or français en 1958. Pour la petite anecdote, c'est la 3e édition de ce Ballon d'Or. Le football français, et notamment l'équipe de France, se porte bien avec cette 3e place en Coupe du Monde, des joueurs dans le haut du panier mondial avec ce classement du Ballon d'Or. Il faut aussi porter chapeau au club français, notamment le Stade de Reims. Le Stade de Reims qui, dans les périodes 55 à 60, va réaliser 2 finales de Coupe des clubs champions, donc ce qu'on peut considérer comme la Ligue des Champions. 2 finales malheureusement perdues, mais qui montrent bien un réel impact français au niveau européen, que ce soit au niveau des clubs ou au niveau mondial de l'équipe de France.